Oui. Alors, bonjour tout le monde, ravi de vous voir dans cet espace merveilleux. On a toujours un plaisir à chaque fois renouvelé de retrouver Soriane qui abrite l'association Alizawa, le Riad des Étoiles de la Médina. Toujours dans le cadre d'un partenariat avec l'association, avec le centre. Nous essaierons à chaque fois d'inviter pour vous des écrivains, des plasticiens, des hommes de lettres. On a toujours trouvé une communication infaillible de la part de l'association. Ils ont toujours été dans l'entraide, dans la collaboration, et ça nous fait toujours plaisir. Donc pour commencer, je les remercie et je donne la parole à Basma pour dire un petit mot au nom de l'association. Au nom de la Fondation Alizawa et du Centre culturel Les Étoiles de la Médina, je vous souhaite la bienvenue. Dans le cadre des rencontres organisées par le club de pensée Logos, on a le plaisir d'accueillir l'écrivaine et plasticienne Bouthaina Azami, bienvenue, pour une rencontre débat autour du thème « L'écriture entre la parole et le silence ». Bonne rencontre. Merci Basma. Donc voilà, comme vient de dire Basma, je suis là pour représenter le centre le groupe de pensée Logos, qui travaille à Rabat. Je remercie aussi d'ici Setal Qadim, notre président, Ahmed et tout le groupe. Voilà, donc nous avons pu l'année dernière, la saison dernière, programmer pas mal de rencontres. Quand on a vu un peu la rétrospective, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de mecs que de femmes, pour ne pas dire tous des mecs, hein, n'est-ce pas Nabila? Et donc cette année, on a décidé de nous rattraper, et donc la programmation cette année sera, je ne vais pas dire complètement féminine, mais en grande partie féminine. Et donc, il n'y a pas meilleure façon d'entamer cette saison que d'inviter une personne que je trouve personnellement d'un humanisme extraordinaire, d'une grande simplicité et modestie, pour ne pas la nommer Bouthaina Azami, une grande plasticienne maroco-suisse et écrivaine de renommée, que je vais d'abord commencer par, bien sûr, présenter en quelques mots. Ça ne va pas, bien sûr, avoir la prétention de résumer l'ensemble de sa carrière et de son parcours, mais je lui laisserai, bien sûr, le soin de compléter si après elle a des compléments d'information. Donc, c'est une écrivaine, comme j'ai dit, plasticienne et critique d'art maroco-suisse, qui est née à Tanger. Elle a passé sa petite enfance à Rabat. Après l'obtention de son baccalauréat, elle est partie donc, pour poursuivre ses études supérieures à Genève, en Suisse. Et elle a touché à beaucoup de domaines. La psychologie, les sciences politiques, bien sûr les arts et les lettres. Et elle a eu un diplôme d'études supérieures en littérature française sous la direction du grand professeur Antoine Raybaud sur les ouvertures et les ruptures du XXe siècle, toujours à l'Université de Genève. Dans la même université, elle a fait aussi un mémoire de prédoctorat en littérature française intitulé Voix étouffée et mémoires chuchotées dans la littérature maghrébine francophone, à la recherche de la mémoire mère dans une écriture de la blessure, à l'Université de Genève toujours. Et puis, elle a enseigné dans la même université pendant presque 30 ans. Elle a enseigné donc la littérature française. De retour au Maroc, elle s'est installée à Casablanca. Depuis quand déjà? Une dizaine d'années, voilà. Et donc, pendant ce temps, elle continue à travailler avec des artistes. D'ailleurs, elle a écrit de très belles monographies, je crois, et Sadour aussi. Abdullah Sadour aussi. Et puis, elle écrit aussi pour les galeries des textes critiques, des catalogues, etc. Et puis, oui, d'accord.
et continue à faire ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire écrire et peindre. D'ailleurs, elle organise pas mal d'expositions de peinture, des vernissages. On parle par exemple de Silence en écho, on en a parlé tout à l'heure, ça fait 3 ans déjà. Et puis dernièrement, à Fleur de Monde, c'est une exposition vernissage à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister à la galerie Nuiga à Rabat. Pour donc, sa production littéraire, alors son premier roman a été La mémoire des temps, il a été publié chez l'Harmattan en 1998, puis suivront d'autres romans chez la même édition, donc avec Étreinte d'abord en 2001. 3 ans plus tard, il va sortir Le Cénacle des Solitudes en 2004, et puis Fiction d'un deuil en 2009. Des romans qu'il est en train de rééditer maintenant chez Malsam. Et puis, il y a Le Café des Faits divers, qui a été édité à la Croisée des Chemins en 2013 et qui a décroché le prix littérature féminine autour Sofitel en 2014. Et ce n'est pas le seul prix que la production littéraire de Boutin El Azami a pu décrocher. Il y en a d'autres dont elle pourra nous parler tout à l'heure. Voilà donc à peu près le parcours académique de Boutin El Azami, sa production littéraire et artistique. Et donc aujourd'hui, on a décidé, pour approcher un peu l'œuvre de Boutin El Azami, d'attaquer à partir de la question de l'écriture entre le silence et la parole, qui me paraît, je crois, un angle d'attaque assez pertinent pour parcourir un peu toute l'œuvre. On ne va pas dire toute l'œuvre, mais au moins 4 ou 5 livres. Et donc, pour commencer, pour entamer un peu le débat, je commencerai par, toujours en relation avec votre parcours académique. Vous avez vécu pendant 30 ans à Genève, donc en Suisse, et je ne vous apprends rien, donc les écrivains marocains qui habitent, qui s'installent à l'étranger, on leur a toujours reproché le fait d'écrire sur leur pays d'origine à partir de la distance. Pour eux, donc, cette distance géographique impliquerait une forme, je dirais, de méconnaissance de la réalité du Maroc, et donc chose qui pourrait discréditer un petit peu leur témoignage, leur apport, si vous voulez, littéraire. Ça a été le cas, je crois, pour Driss Chaibi à un certain moment, ça a été le cas pour Khertine, pour Djeloul, dernièrement pour les Slimani aussi. Alors, est-ce que vous avez senti à un certain moment cette forme d'injustice à travers ce jugement de valeur, cette étiquette qui implique que votre voix soit un peu censurée, ou bien, je dirais, entre guillemets, excommuniée? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que le micro marche? J'aimerais pas crier non plus. Vous m'entendez bien? Ça va. C'est gentil. Non, je vais garder celui-là. Si je le rapproche, c'est une très bonne question. C'est une question qui m'a interpellée. Un jour où j'ai découvert un article qui parlait justement des écrivains qui écrivaient dans la distance géographique, et il y avait mon nom dans cet article. Et j'étais scandalisée, vraiment, je l'ai très mal vécu. Parce que, effectivement, mon premier livre, je l'ai écrit en Suisse. Mais je ne l'ai pas écrit en Suisse parce que j'étais dans la distance géographique. Enfin, pas dans cette idée-là, pas dans l'idée que tout d'un coup, parce que je n'étais plus au Maroc, j'avais le droit de faire fi de la censure. De toute façon, si on écrit, il faut faire fi de la censure. Les arts, pour moi, c'est des espaces de liberté. Donc, si on part de l'idée qu'il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, il faut se censurer, déjà, on est dans un rapport biaisé à la geste artistique. Non, moi j'ai commencé à écrire très jeune, c'était mon espace de liberté.
Mais peut-être que la distance géographique a aidé dans un sens, c'est-à-dire que je pouvais me réserver mon propre espace quand je le voulais pour écrire. Parce que bon, pour la petite anecdote, j'ai un très mauvais souvenir d'un petit papier que j'avais écrit. J'étais encore petite, je devais avoir 11-12 ans, et on était en vacances en Espagne. Et j'avais gribouillé, comme j'avais l'habitude de le faire, j'avais noirci une page recto verso que j'avais laissé traîner, comme je laissais toujours traîner mes papiers. Pour moi, j'écrivais des histoires de la fiction. Et ma mère était tombée sur ce papier et ça a été l'apocalypse, quoi. Parce que je parlais d'un homme qui trompait sa femme et elle a commencé à hurler. Et qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et même aujourd'hui encore, quand elle assiste à une intervention et que je parle des mères que je décris dans mes textes, elle me dit « Melki hatta iyati ma mère, ma mère, ma mère ». Donc, pour moi, la distance géographique, c'était un peu la distance avec le regard de ma mère, qui dit d'ailleurs pas le français, d'ailleurs, mais elle le déchiffre très bien, hein, vu la réaction qu'elle a eue. Mais elle n'arrive pas à comprendre que j'écris de la fiction, pourtant c'est une femme très cultivée. Non, c'était simplement que voilà, j'étais occupée avec mes études, avec le baccalauréat, j'étais bien sûr sous la coupe de mes parents. Et puis, quand je suis partie en Suisse, ben, j'avais mon espace, c'était l'espace de la nuit, il n'y avait personne pour me surveiller, est-ce que je dormais pas. Et l'espace de la nuit, c'était l'espace d'écriture, et c'est là que j'ai écrit mon premier livre. Mais je n'ai pas du tout écrit dans l'idée de me censurer ou de ne plus me censurer parce que je n'étais plus au Maroc. D'ailleurs, c'est une question qui peut aller beaucoup plus loin, parce que cette petite idée qu'on allait peut-être pouvoir me reprocher, parce qu'en fait, au départ, je n'avais même pas envie de publier. Mon premier livre, il est resté dans un tiroir pendant au moins une année, avant qu'un prof qui l'avait lu me dise « Mais écoute, là maintenant, il faut y aller, il faut quitter le bébé, quoi. » Et puis, je sais qu'il avait raison, parce que tant qu'on garde le livre à côté de soi, on ne le quitte pas et on ne passe pas à autre chose. Je n'ai pu commencer à écrire un deuxième livre que lorsque j'ai publié le premier. Mais j'avais cette idée je pensais à ça, je pensais qu'on allait, vu mes origines, mon nom, etc., me classer dans une catégorie particulière d'écrivaine francophone maghrébine. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas donné de nom à mes personnages et j'ai pas situé l'histoire. Donc, en réalité, dans la mémoire des temps, il n'y a pas grand-chose pour reconnaître le Maroc. Il n'y a que les Marocains qui reconnaîtront le Maroc. Et je pense qu'un Indien se reconnaîtrait dans l'histoire, qu'un Sénégalais se reconnaîtrait dans l'histoire. Les personnages n'ont pas de nom, alors on des noms très neutres. Je pense que l'un des rares personnages s'appelle Sarah, donc voilà, j'essaie de donner un nom très neutre. Je donne des noms comme Nadia ou des choses comme ça. Mais la narratrice n'a pas de nom et il n'y a aucune référence à un lieu particulier. Donc j'avais quand même cette crainte-là, mais qui s'est avérée tout de même justifiée, puisque lorsque j'ai envoyé mon roman à l'Harmattan, qu'il a accepté très vite, et j'étais très heureuse parce que j'avais une affection vraiment particulière pour cette édition-là, ils m'ont mise dans la catégorie littérature arabe. Et je me suis dit, mais quand même, c'est un monde. Comment ils ont reconnu une quelconque arabité dans ce texte? Et ben c'est juste mes origines et mon nom. Et j'ai été un petit peu déçue parce que moi j'aime bien que la littérature, que les arts en général s'ouvrent sur le monde.
Et quand on essaye de s'ouvrir, parce que finalement, ce premier livre, il tournait autour de l'enfance saccagée, c'était une écriture de l'écart, c'était la narratrice, elle ne porte pas de nom. En même temps, bon, le livre est écrit à la première personne, mais le personnage en réalité ne parle jamais. C'est toute son intériorité qu'on écoute, quoi, qu'on ressent. Merci beaucoup. C'est gentil. Ah oui. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Et oui, j'étais un peu déçue. J'étais d'autant plus déçue que je trouve qu'en tant que Marocaine, l'arabité ne me convient pas comme identité. En tant que Marocaine, c'est peut-être pour ça que j'ai pas voulu situer le livre, le limiter à un territoire, parce que j'avais peur de cette incompréhension et de me laisser limiter à quelque chose qui ne me correspond pas, parce que pour moi, être marocaine, c'est beaucoup de choses. C'est, oui, l'arabité, c'est l'africanité, c'est la berbérité, c'est l'islam, c'est le judaïsme, c'est le christianisme, enfin, on vit tout ça tout le temps. On est quand même dans le pays de la mixité par excellence. Et pourtant, on a cette tendance à vouloir se restreindre à des identités figées qui ne nous correspondent pas vraiment. Mais j'y ai pas échappé, j'ai été dans les littératures arabes quand même. De toute façon, cette prétention à l'universalité, on la retrouve aussi dans le fait des faits divers, avec des personnages comme Karim, comme Soldat, comme Iphigénie, Barbara, donc il y a de toutes les nationalités, on tourne autour du monde en un seul livre. Alors, permettez-moi d'aller vers quelque chose d'un peu douloureux, hein, parce que avec l'expérience de la mort, je crois que la parole se retire. Et là, on est en plein dans notre thématique du jour, c'est-à-dire ce rapport entre la parole et le silence. Alors, vous m'avez confié en aparté que le roman de Fiction d'un deuil a été donc, interrompu par des circonstances douloureuses, celle de la mort de feu votre père, que Dieu ait son âme. Et donc, vous avez été à un certain moment, au milieu du chantier, frappé de mutisme, complètement. Et comme s'il n'y avait plus rien à dire, comme si la littérature s'arrête. On se tait, il n'y a plus de mots à mettre sur ça. Et ça me rappelle un peu une exposition que j'avais eu la chance de voir au Louvre, du journal, de l'agenda de Nathalie Sarraute, qui était ouvert à la page qui correspond à la date de la mort de son mari. Et qu'est-ce qui était écrit? Une seule et unique notation, 2 heures. Pas plus, pas moins. C'est ce que, par exemple, Antoine Compagnon appelle la fin de la littérature. Barthes dirait l'aile du non-écrire. C'est-à-dire là où la littérature prend fin, on ne parle plus. Et donc, ce mutisme-là, qui nous intéresse aujourd'hui, justement, comment vous l'avez vécu? Comment vous avez vécu cette dialectique entre la présence et le vide, entre la parole et le silence? Et comment a été la décision de reprendre l'acte d'écrire? Oui, c'était un moment très particulier. En fait, il y a eu plusieurs moments de silence dans le processus d'écriture. Celui-ci était très particulier. Il y a eu un moment de silence avant celui-là, qui était d'un autre ordre. C'est celui qui m'a frappé après l'écriture d'Étreinte, qui est mon deuxième roman. Et en fait, après La mémoire des temps, dès sa publication, j'ai assez vite repris le processus d'écriture, au grand malheur de ma fille et de son père, qui, quand j'avais achevé mon premier livre, m'ont dit: on espère que ce sera le premier et le dernier, parce que c'était horrible. Tu étais tout le temps malade, on ne comprenait
pas ce qui est arrivé. En fait, apparemment, j'ai accouché pendant 2 ans, quoi. Et, j'ai été dans des thématiques, j'ai même pas envie de dire des thématiques, parce que, enfin, dans des sensibilités, parce que, comme je le disais, je sonde des intériorités, donc je suis un petit peu en transe, quoi, quand j'écris. Je sais même pas où je vais d'ailleurs, j'ai jamais un projet d'écriture. Je commence par une phrase, et c'est une émotion qui va me porter. Et en fait, c'est une sorte d'aventure où le livre, enfin, je le vois s'écrire, j'assiste aussi au processus d'écriture. Et ces 2 premiers romans ont été d'une telle intensité pour moi, psychiquement et physiquement, que je me suis dit, je ne vais plus arriver à écrire une phrase. C'est fini, je suis vidée. Et en fait, le Cénacle de solitude, au début, c'était une sorte de livre tampon. C'était le livre qui allait me rassurer. Je me suis dit que je ne pourrais plus écrire une phrase, et un jour, je me suis mise devant mon écran et je me suis dit, bon, vas-y, essaye-là cette phrase. Et puis, un jour, j'ai un visage qui s'est imposé à moi, et puis, c'est parti. La première phrase, je crois qu'elle dure 3 pages. Et c'est un livre auquel je tiens beaucoup, même si au départ c'était vraiment le livre qui était là pour me rassurer. D'ailleurs, il est plus petit que les autres. C'est un petit peu le moment de reprise du souffle, quoi. Et c'est d'ailleurs le livre où le dessin a commencé à intervenir. Oui, parce que je pense que le dessin, justement, c'était une façon finalement, après mes 2 premiers livres, j'étais essoufflée, mais j'étais aussi en colère. J'étais en colère parce que j'avais soulevé beaucoup de choses que je ressentais dans l'enfance, que je ressentais dans ma jeunesse, que je ne verbalisais pas, des choses qui m'avaient choquée, des choses dont je ne comprenais pas qu'elles puissent exister. La mémoire des temps, c'est une famille qui vend son petit bébé, quoi, à une famille bourgeoise, et ce bébé voilà, grandit dans l'écart, il observe le monde autour de lui, c'est une petite fille, et elle n'est absolument pas intégrée dans quoi que ce soit. C'est la petite qui vit dans la cuisine, un jour elle s'enfuit, et quand elle s'enfuit, elle ne trouve pas vraiment de liberté, elle s'enfonce dans des milieux de prostitution où elle est dans l'autodestruction. Elle a envie de mourir. Plus son corps, plus elle maigrit, plus son corps se décharne, et mieux elle se sent. En fait, c'est comme si elle ne voulait rien laisser à la mort. C'est un petit peu comme ça. Et donc, toutes ces thématiques-là, en fait, elles m'ont tellement bousculée. J'étais aussi en colère par rapport au thème que j'avais soulevé. Et donc, en fait, le dessin est intervenu dans le Cénacle des solitudes comme des coups de poing. C'est un peu des dessins coups de poing. Ils sont moins élaborés que vous qui connaissez bien les autres textes, moins élaborés que dans les autres livres, parce qu'il y aura toujours après des croquis, des dessins qui interviendront. Mais là, c'est des taches, c'est des corps ouverts, mais c'est esquissé, c'est pas travaillé. C'est des croquis. Voilà. Et puis oui, après, il y a eu l'autre terrible moment de silence qui a été la fiction d'un deuil, que j'ai commencé du vivant de mon père. Et mon père est parti avant la fin du livre. Alors, en fait, quelle question tu m'as posée là, hein. Mais oui, en fait, à ce moment-là, c'est comme si pour moi ça n'avait plus de sens, parce que je l'écrivais aussi un peu pour lui. Je l'écrivais un peu pour lui, on parlait de silence. Mon père me racontait sa petite enfance à Fès et son enfance à Meknès. Et il me parlait avec beaucoup de respect de son père, beaucoup de respect, mais en même temps avec beaucoup de regret. Le regret de n'avoir pas été aimé comme il l'aurait voulu parce que il était l'aîné et que son père comptait sur lui pour réussir, pour donner l'exemple. Et donc son père ne se laissait jamais aller
l'attendrissement parce que son fils devait rester fort. Il était en plus l'enfant d'un veuvage, quoi. Il a perdu sa mère tout petit. Et mon père me disait, nous n'avons pas eu d'enfance, il le mettait au pluriel, parce qu'il n'aimait pas, enfin, se plaindre, mais je sais que c'était surtout lui. Nous n'avons pas eu d'enfance, et il me racontait comment il fréquentait l'école française, qu'au retour de l'école, son père l'obligeait à réciter le Coran, qu'après il devait aller encore faire ses devoirs, qu'à 6 h du matin, il devait retourner à l'école coranique, et il me racontait tout ça, mais par bribes. Par bribes. Et en fait, ce livre, pour moi, c'était une façon de lui restituer une enfance. Et mon père était mon plus fervent lecteur, mon premier lecteur. Et je me rappelle de son visage quand il me lisait. Il avait la glotte qui tremblait. Et c'était pour empêcher les larmes, quoi, qui coulaient par les yeux, finalement. C'est émouvant. Et il adorait lire, et il se reconnaissait, parce qu'effectivement, je suis dans la fiction, mais dans la fiction, il y a toujours beaucoup de soi. Tous les personnages que je raconte, ce sont des personnages qui ont une image en moi, qui ont vie en moi, mais qui n'ont pas forcément parole, qui n'ont pas forcément un destin lisible. Voilà. Et la fiction, oui, Fiction d'un deuil, c'était un petit peu le livre que j'écrivais à mon père pour lui montrer à quel point il avait été plus enfant que n'importe quel enfant par l'innocence qu'il avait dans le regard qu'il portait sur les choses. Et oui, il s'émerveillait de tout, en fait, et je le décris dans ce livre. Il s'émerveillait du printemps, il se penchait sur les marguerites et il me disait, mais regarde ces miracles de Dieu. Donc tout était un enchantement, en fait, à travers ces yeux-là. Et donc oui, quand il est parti, je me suis dit, à quoi bon? Et puis, bon, de toute façon, j'avais plus envie. J'étais dans la douleur. Et bon, je l'ai repris plus tard, bien plus tard. Et je l'ai fini comme un hommage, quand même. Vous avez changé de titre, j'imagine. C'était pas le titre initial. Je donne jamais de titre avant la fin du texte. Donc non, en fait, il aurait certainement eu un autre titre s'il n'y avait pas eu ce deuil. Mais oui, c'est son départ. De toute façon, la figure paternelle, on ne la retrouve pas uniquement dans ce livre, mais aussi dans tous les autres livres. Hein. C'est quand même une figure qui traverse un peu toute l'œuvre de Boutena Azami. Alors, puisque vous avez parlé de dessin, donc parlons-en. Vous avez une esthétique singulière, c'est-à-dire quelque chose de jamais vu au Maroc. C'est-à-dire ce qu'on a tendance à voir, ce sont des dessins ou des illustrations qu'on colle à des textes dans une logique d'illustration. Alors que chez vous, on sent qu'il y a une logique de complémentarité. C'est-à-dire que vos dessins, ils sont complètement intégrés, ils font partie de la trame narrative et ce serait une façon de tronquer le texte si on enlevait les dessins. Voilà ce qui est singulier. Alors, ce procédé que mon tonton, par exemple, Rousset ou Nerlich appelle l'iconotexte. L'iconotexte, c'est-à-dire cette accolade parfaite entre le dessin et la littérature ou l'écriture. Tous les deux, c'est-à-dire qu'on recourt au pinceau quand la plume s'essouffle, et on recourt aussi à la plume quand le pinceau, quand l'encre est tarie. Vous voyez? Donc là, ce qui est intéressant, c'est justement cette accolade que je ne retrouve pas dans d'autres textes, au moins dans la littérature marocaine. Ma question, c'est
est-ce que, justement en rapport avec notre thématique, est-ce que le recours au dessin ne serait-il pas un aveu d'impuissance de la parole? C'est-à-dire qu'on ne recourt au dessin que lorsque la parole est complètement impuissante à exprimer. D'ailleurs, Hugo, vous l'avez dit, je l'ai lu quelque part dans une interview, c'est-à-dire Hugo disait, on essaie d'exprimer nos sentiments avec des mots, mais certains sont tellement forts que peu importe les lettres qu'on rassemble, cela ne pourra jamais être suffisant pour exprimer ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où la parole ne peut pas exprimer. C'est d'ailleurs le point de vue de Bergson, c'est aussi le point de vue de Hegel, qui parle par exemple du signe linguistique qui est un signe arbitraire, comme tout le monde le sait, alors que le signe iconique, il est naturel, c'est-à-dire qu'il a un rapport mimétique avec la nature. Il réfère directement à la chose. Par contre, le signe linguistique, il est complètement arbitraire. Donc, est-ce que le recours au dessin est un aveu d'impuissance de la parole? Oui, c'est juste. Les dessins sont intervenus en fait dans des moments où la parole s'exténuait littéralement en fait. Et vous savez, bien sûr, vous êtes des gens de lettres, l'écriture, quand on lit un texte qu'on aime bien par exemple, on a l'impression que ça s'est fait de façon très naturelle. Mais en fait, c'est pas du tout comme le disait Césaire, hein, on a le sentiment d'un séisme, mais ce séisme-là, on a dû le fabriquer, on en a fabriqué les grondements, on en a fabriqué les mugissements, on l'a fait monter, on l'a fait éclater au dehors. Il n'y a rien d'immédiat, parce qu'on est dans la mise en scène. On doit mettre en scène les mots pour qu'ils parviennent à épouser le souffle qu'on a dans le moment d'écriture, pour qu'ils parviennent à épouser les moments de suffocation, les moments de longue expiration. Tout ça, moi, je le ressens très fortement dans l'écriture. J'ai besoin que la phrase épouse le rythme de mon souffle. Et des fois, quand je reviens sur une phrase et qu'il y a quelque chose qui... Voilà, je le sens tout de suite. Il faut qu'il y ait une syllabe de moins pour que ça soit exactement la musicalité que j'ai en moi. Et c'est épuisant au bout d'un moment. Parce que bon, j'écris de la fiction, je suis dans le romanesque, mais mon écriture est quand même beaucoup plus proche de la prose poétique que de la narration. Et la prose poétique sur 150 pages, bon, alors oui, il y a eu des moments d'épuisement de la parole, et surtout, oui, c'est un moment de renonciation. C'est renoncer pour dire, mais enfin là, j'ai envie de montrer qu'il y a une cassure, c'est comme un trou dans le mur. J'ai pas envie qu'il y ait un point, j'ai pas envie qu'il y ait ces 3 points de suspension là que je mets souvent pour simuler le trouble, la suffocation, l'étouffement. Non, je vais mettre un corps, je vais mettre une silhouette, ça sera comme un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Voilà. Vous permettez que je montre un peu de quoi il s'agit. Ah oui, avec plaisir. Alors, regardez par exemple, là, dans la page 120, le narrateur dit « J'avais vu sang, 3 points de suspension, visage se creuser, s'affaisser, retour à la ligne sans regard, dans une autre ligne, ses yeux il y a justement un essoufflement, et puis après, au lieu de décrire l'image paternelle, la figure, la face du père, elle la dessine. Donc, dans une sorte de croquis au crayonné, au contour fondu et complètement désintégré. C'est à peu près l'absent qui est terriblement présent. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment... les dessins qui sont dans les livres, ils sont de l'ordre de l'immédiateté. Justement, c'était très fondu. Je pense que peut-être que ce dessin, ce visage, il fait qu'un seul trait pratiquement.
Donc, oui, c'est des moments d'essoufflement et des moments aussi qui simulent l'essoufflement aussi de la narratrice, hein, qui peut plus voir souffrir son père, qui peut plus voir mourir sa mère, qui peut plus, voilà, qui a trop dans le Cénacle des solitudes, c'est très présent. D'ailleurs, il y a un passage, on parle de silence et de mots, il y a un passage où le Cénacle des solitudes, c'est une sorte de périple, d'une jeune fille qui épouse un jeune homme qui se met en tête de partir pour l'Europe, mais en fait, il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Ils partent à pied. Ils partent à pied et pendant le trajet, naît un petit garçon. Et au lieu d'aller vers le nord, en fait, il se dirige vers le sud sans s'en rendre compte. Et enfin, le temps passe. Cette pauvre mère, elle creuse des trous dans la terre pour faire des fours, pour un pain qui ne vient jamais, parce que bon, ils sont perdus, il n'y a plus d'argent, ils ne trouvent pas. Et elle finit par mourir, et la narratrice dit, ben voilà, cette tombe, la tombe de ma mère, comme tous ces fours qu'on a laissés derrière nous, quoi. Encore une sorte de monument absurde. Et son petit frère tombe malade à ce moment-là, et elle, dans la peur qu'elle a de le voir mourir aussi, elle se met à parler, à raconter des histoires. Et elle le porte sur le dos, et elle se dit, tant que je parlerai, il ne mourra pas. Tant que moi je ne m'essoufflerai pas, il ne mourra pas. Elle a l'impression que de le faire rêver, même s'il ne comprend pas tout à fait parce qu'il est tout petit, de le faire rêver, de lui faire sentir le mot qui bat en elle, dans sa poitrine à lui, de garder en mouvement quelque part. C'est-à-dire, c'est comme elle a un cœur artificiel pour lui. Et c'est ça le mot, en fait. C'est ce qui garde vivant. Et c'est pour ça que mettre... Ça insuffle la vie, ça trompe la mort. Ça trompe la mort. C'est à l'image de Scheherazade qui trompait la mort avec les autres aussi. Oui, et c'est surtout une façon de rendre voix. Pour moi, c'est ça, le mot. Pourquoi j'ai toujours ce silence très présent, et puis une écriture qui n'est absolument pas dans comment dire, dans le retrait, au contraire, je suis presque parfois dans l'excès de mots. C'est parce qu'il y a des voix à restituer, quoi. Il faut donner voix à ces silences-là. Et vous parliez du Café des Faits divers. Le Café des Faits divers, c'est exactement ça, quoi. Oui. Alors, le Café des Faits divers, justement, un très beau livre. D'abord, j'ai un problème avec ce livre concernant le genre. Est-ce que c'est un roman ou un ensemble de nouvelles? Oui. Parce que le dernier chapitre, ça ramène un peu la réponse à tout. Oui, donc, il faut attendre le dernier chapitre. Exactement. Donc, pour moi, c'est un roman, c'est pas un ensemble de nouvelles. Oui, c'est un roman. Mais il est particulier, effectivement. Parce que on peut le voir comme une série de nouvelles, mais c'est un roman parce que chaque personnage, chaque héros de chaque, entre guillemets, nouvelle est lié à l'autre. Il y a 5 personnages, ils sont tous liés les uns aux autres. Ils se rencontrent dans ce café des faits divers et ils sont attirés les uns par les autres, ils sont attirés par le sentiment de solitude qu'ils ressentent chez l'autre, en fait. Ce qu'ils partagent, ces 5 personnages, c'est la solitude et le silence. Ils ne parlent pas, mais ils savent qu'il y a des douleurs innommables qui sont portées par l'autre et que ces douleurs innommables ressemblent aux siennes. Et c'est ça qui les rapproche. Et en fait, il y a un seul personnage qui n'appartient pas à ce groupe d'amis, qui connaît l'histoire de chacun et qui file l'histoire de chacun et qu'on découvre à la fin du texte. Et effectivement, ces 5 personnages ont tous des mémoires
surtout des mémoires de guerre, en fait. Il y a Iphigénie avec le génocide rwandais, avec le Rwanda, oui. la guerre de Constantine, avec Karim, je crois. Avec Karim, qui a des mémoires rapportées de son père. Il n'a pas vraiment vécu tout ça, mais il est en colère. Il a les mémoires de Constantine qui flambent à travers les mémoires de son père. Il y a Barbara, qui est marocaine. Dans l'histoire ressemble aussi au premier roman, hein, avec la ressemble un petit peu au premier roman, à la seule différence qu'en fait, elle, c'est un petit peu le genre de destin qui bascule brusquement. C'est une jeune fille d'un milieu bourgeois, elle est instruite, elle a des parents cultivés, et puis au moment du divorce de sa mère, elle est moins... Enfin, ses parents divorcent au moment où sa mère rencontre un nouvel homme, elle est délaissée, elle n'est plus surveillée, et bon, elle tombe sur un homme qui la viole. Et là, son destin bascule. Elle fuit la maison parce qu'elle tombe enceinte, et puis voilà, elle tombe dans l'horreur, un peu comme dans le premier roman. Mais les histoires sont différentes. Par contre, oui, la destinée est un petit peu la même. Donc oui, il y a cette jeune Marocaine qui se fait appeler ensuite Barbara, qui veut oublier son ancienne vie. Et il y a Yéyé, il y a Mamou, Mamou qui est voilà, du Soudan, du temps du Soudan. Et il y a Soledad qui est argentine et qui a vécu pendant la dictature militaire en Argentine. Donc, enfin, les plus grosses horreurs du XXe siècle, quoi. Vous les avez réunis dans un livre. Je les ai réunis là. Ça doit être plaisant à lire, ça. Heureusement, le livre n'est pas trop long parce qu'il est insupportable. Mais est-ce qu'il y a du véridique dans tout ça, par rapport au personnage? Vous avez rencontré certains? Oui. Ah, d'accord. Je le sentais. Oui. Je le sentais. Ben, j'ai vécu à Genève. Genève, c'est vraiment la ville des réfugiés, c'est la ville d'asile. Et j'ai rencontré beaucoup de réfugiés en Suisse. Beaucoup de réfugiés. Et dont beaucoup sont devenus mes amis. Et justement, ce qui était frappant chez eux, c'était le silence. C'était le silence. On pouvait se côtoyer pendant des années sans rien s'entendre dire de ce qu'ils avaient vécu. Alors oui, on sait que c'est horrible parce que bon, on est au courant, hein, mais ils ne parlent pas. Donc j'ai deux histoires terribles. Yéyé, je lui ai dédié un livre, c'était un de mes meilleurs amis. C'est au Café des Filles. Oui. Et Yéyé, il a existé puisqu'il n'est plus. Mais il venait du Zaïre. Et quand le régime a changé au Zaïre, il a eu tout d'un coup l'espoir d'un renouveau qui n'a pas eu lieu. Et il ne me parlait jamais de ses souffrances. Voilà. Il venait du Zaïre, je savais qu'il venait du Zaïre, et pourtant, mon Dieu, on s'est fréquentés mais des années, on a fait nos études ensemble. On s'est fréquentés pendant 8 ans. Et bon, ben, ce renouveau n'a pas eu lieu, et par désespoir, il a mis fin à ses jours. Donc, mais à part ça, entre ces deux moments-là, entre le moment où je l'ai rencontré, je savais qu'il attendait des nouvelles de sa famille, des nouvelles qui ne venaient jamais. C'est exactement comme dans le livre. Ça c'est des éléments autobiographiques. Ça n'empêche pas que c'est une fiction, puisque justement, je comble les lacunes, en fait. Je comble les blancs. Et j'ai pas compris ce suicide. Je me suis sentie très coupable, d'ailleurs. Parce que bon, je me suis dit quand même, à un ami, on devrait pouvoir tout dire.
Mais en fait, il y a des choses qui restent de l'ordre de l'indicible, qui restent de l'ordre de... Voilà. Et je ne poussais pas à parler parce que je me disais, je connais le poids des mots. Et quand on met en mots, on donne corps à la chose. Elle devient plus vraie que vraie. Et j'ai un ami rwandais qui, lui, a fini par parler, mais après 5 ans. 5 ans de silence, donc une très grande amitié. On ne posait pas de questions, on savait très bien qu'il avait été évacué par le CICR, qu'il était venu à travers le CICR en Suisse, et qu'il avait perdu sa famille au Rwanda, où sa femme et ses enfants avaient été massacrés, comme on connaît les massacres qui ont lieu au Rwanda. Et ça n'est que 5 ans plus tard qu'il n'a pas vraiment parlé, mais qu'il a ouvert juste son veston pour sortir une photo et me montrer la photo de son enfant, de ses enfants et de sa femme. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de mot. En fait, le mot est impossible. D'ailleurs, quand je pense à ces expériences-là, ça me rappelle toujours une scène que j'ai vue à la télévision. Mais bon, c'est une scène qui m'a tellement marquée et qui m'a renvoyée à ses amis. C'était une émission sur l'Holocauste. Et il y avait une très vieille dame qui était invitée à cette émission, donc une des rares survivantes encore de l'Holocauste. C'était il y a quelques années cette émission. Et ils essayaient de la faire parler, mais elle n'arrivait pas à parler, elle ne pouvait pas sortir un mot. Et moi, j'avais envie de la casser, cette télé, c'était horrible de voir ça. Enfin, laissez-la tranquille. En fait, elle était tellement âgée, on avait l'impression qu'on l'avait traînée là. Elle aurait eu le choix, elle ne serait pas venue. Et l'animateur a eu cette mais je ne sais pas comment qualifier ça, mais vraiment cette effronterie, arrogance et indélicatesse, mais ça c'est encore gentil comme mot, de lui demander de lever la manche de sa chemise pour qu'on puisse voir le tatouage qui avait été gravé sur son bras pendant l'Holocauste. C'était juste scandaleux, quoi. Elle l'a fait, et j'ai trouvé ce geste d'un tel désespoir et en même temps d'un tel désarroi. Elle était en plein désarroi. Et en fait, c'est ça qu'on fait quand on force des gens qui ne peuvent pas parler à parler. On les plonge dans le désespoir, on les plonge dans un désarroi encore plus vif que celui du souvenir, parce qu'on donne corps, on donne chair, et on réveille. On lui dit, en fait, oui, c'est vrai, ce que tu as vécu, c'est vrai. Voilà. Et donc, sans vouloir, bien sûr, sans vouloir me mettre à leur place, ni raconter des choses que je n'ai pas vécues, je pense que j'ai suffisamment ressenti ces personnes, dont j'étais d'ailleurs très proche, pour donner voix à des silences, mais sans les heurter. C'est-à-dire que, voilà, je ne m'adresse pas à eux en particulier, mais je pense pas que ça leur ferait forcément du bien de lire ces passages-là, sauf s'ils ont vraiment beaucoup de recul. Par exemple, j'ai une amie argentine qui a vécu la dictature militaire, qui a perdu ses enfants là-bas, qui a été dans des camps de concentration en Argentine, qui le lit, qui l'a lu, et qui l'a lu en fait avec comme une forme de reconnaissance, de merci d'avoir dit ce que j'arrive pas à dire. Parce qu'elle essayait, ça faisait si longtemps. Mais je n'irai pas mettre sous le nez d'un de mes amis rwandais le texte que j'ai écrit sur le Rwanda. Jamais je ferai ça. Mais pour moi, c'était une façon de donner voix à ces silences impossibles. Et que seuls ceux
qui n'ont pas vraiment vécu ces drames-là peuvent vraiment raconter, quoi. D'accord, alors toujours en parlant de silence, peut-être une dernière question, parce qu'il y a Nabila qui me harcèle tout à l'heure avant de donner la parole à la salle, et peut-être aussi écouter une lecture d'un passage, si vous voulez. Mais avant, c'est ce que vous vouliez? Oui. Alors, juste une dernière chose, je vais juste lire quelques passages où vraiment on comprend que la thématique du silence, vraiment, c'est une poétique du silence chez Boutine Hazani. On peut le dire comme ça. Alors, j'ai relevé dans tous les livres un regard lourd de silence si familier à présent qu'il n'en avait perdu toute éloquence. Oublié et ne gardait du monde dans mes yeux dépouillés que ce silence infini, flottant à l'horizon. Une voix qui tremblait des années de silence enrouée dans sa gorge. On lit dans une autre page, les mots se refusaient à lui, maintenant, semblaient résister aux souvenirs qui revenaient déchiquetés, désordonnés. Dans un autre livre, on lit, ses prières sont restées dans sa gorge, obstruées, comme par corps étranger, étranglées, et les mots deviennent un étouffoir. Dernière citation. Tout en elle laissait soupçonner quelques terribles drames, et là je crois qu'on parle d'Iphigénie, oui, dont jamais elle ne s'était résolue à parler. Et écoutez cette phrase, il est des douleurs inénarrables, condamnées au silence. Donc il y a une poétique du silence, il y a cette thématique de l'indicibilité, de l'ineffable, de l'impossibilité de mettre des mots sur les expériences extrêmes, surtout les expériences extrêmes de la mort, par exemple, devant l'incommensurable, comment réagir. Heureusement que vous avez cette capacité de jongler entre différents médiums d'expression, ce qui permet à l'être humain de s'exprimer de plusieurs façons différentes. Peut-être que les autres n'ont pas cette possibilité. Dernière question. Dans le premier roman, avec La Bonne, il n'y a pas que l'idée de l'indicible, elle est là bien sûr, elle traverse d'ailleurs toute l'œuvre, mais il y a surtout cette condition féminine que j'ai ressentie dans l'œuvre. C'est-à-dire que, comme toute écrivaine marocaine d'expression française, vous avez aussi ce souci par rapport à la femme, et donc cette Bonne qui raconte un peu des contes orientaux, etc. Elle vit peut-être cette condition féminine et ce silence doublement. Parce que la femme, surtout dans le domaine littéraire, la voix féminine ne s'est déliée vraiment que vers les années 80. Après, bien sûr, les travaux de Fatima al-Marisi, après d'autres écrivaines, Badia Haj-Nassar, et d'autres, j'en passe. Et donc, on sent que la femme, ou la voix féminine, elle est doublement silencieuse. Oui, alors... Elle est déjà silencieuse avec l'homme, à côté de l'homme, et doublement silencieuse parce que c'est aussi la condition féminine qui prime. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette lecture? Oui, c'est très présent dans la mémoire des temps, c'est vrai. Mais en fait, la figure du conte, qui est une vieille dame dans la mémoire des temps, en fait, cette petite fille qui arrive dans cette famille où elle se sent complètement perdue, où elle n'a pas les mêmes droits que les autres enfants, elle ne va pas à l'école, elle croule sous des travaux qui ne sont pas de son âge, etc. Elle rencontre une vieille dame qui est de passage chaque année dans cette maison, elle vient passer quelque temps. Et cette femme qui ressent profondément son désarroi et qui a peur pour cette petite, qui a mal pour cette petite, elle se met à lui raconter des histoires. Et ce sont des histoires qu'elle lui raconte pour lui dire « tu existes ». En fait, elle lui raconte des histoires qui ressemblent à la sienne, mais où des petites filles comme elle deviennent de grandes dames, où trouvent la force
d'échapper à un destin qui leur semble tout tracé. Alors, par rapport à ce qui est de la condition féminine, là aussi, on est dans une double... On est aussi dans une articulation aussi double, parce qu'il y a la compassion de la femme pour la femme, il y a beaucoup la violence de la femme contre la femme. Il y a beaucoup... cette petite fille, c'est pas un homme qui l'a voulu chez lui pour qu'elle lui fasse la vaisselle, quoi. C'est une femme. C'est une femme qui a des enfants, qu'elle envoie à l'école, et qui décide de ne pas envoyer cette petite fille à l'école. C'est pas vraiment... Chez moi, les pères sont très doux. Mais... Moi, j'admire toujours les amis qui me disent « Ah, mais j'ai un amour de mère. Ah, je trouve ça tellement beau. » Je me dis « Ça existe ?» Ma mère n'est pas là, ça existe. Mais j'ai toujours rêvé de ça, d'un amour maternel. Mais bon, je l'ai eu à travers mon père. Mais oui, c'est vrai, il y a cette fille, en fait, dans la mémoire des temps, cette petite fille qui part, qui en fait, qui finalement, quand elle se retrouve dans le milieu de la prostitution, a envie qu'on lui fasse mal, parce que plus elle a mal, plus elle se sent se rapprocher de la mort, et plus elle se sent se décharner, et plus elle se sent libre. Cette petite fille, c'est en repensant à ses contes, aux contes de cette vieille dame, qu'elle va se reprendre, qu'elle va reprendre espoir et qu'elle va reprendre sa vie en main. Donc c'est un message quand même assez positif. C'est un des rares romans où il y a un happy end quand même. Il y a un happy end. J'aime bien les happy end. La parole peut aussi déjouer un peu les remparts hissés par l'incommensurable, par l'indicible et l'ineffable. Exactement, dénoué, oui, comme la petite fille avec son petit frère. Qui insuffle la vie à son petit frère. Oui. Bien, alors, si vous le voulez bien, on va demander à notre convive de lire un petit passage de son choix. Je pense que tout le monde a le même passage en tête, c'est celui du Rwanda. Je vais lire le passage du Rwanda. Alors, le témoignage de la jeune Rwandaise, en fait, il passe par une jeune Suissesse, Sophia. C'est à elle qu'elle se confie, en fait. Avec cette balafre que je sens moi dans l'âme et non pas sur le visage. Hein, cette balafre. Justement, ça va commencer par la balafre. Justement, là, on assiste à une scène où donc Sophia, qui se souvient d'Iphigénie, pose sa main sur le visage de Barbara, donc la jeune Marocaine. Sa main oubliée sur le visage de Barbara, Sophia redessine les contours d'un autre visage jamais oublié, dont elle aurait aimé pouvoir combler les plaies, dont elle avait si souvent tenté de penser, une caresse dans les creux insensés de cette peau criblée, les mémoires des plaies. Figie, agenouillée, les bras ballants pendus le long de son corps maigre, Iphigénie fixe le mur blanc de ses yeux vides. Son corps se balance d'arrière en avant, scandant à son insu le souffle court d'une étrange folie lointaine qui ne lui appartient même plus. Mouvement pendulaire d'une temporalité creuse. Sur le lit, face à elle, un filet de lumière trouble dessine une présence fantomatique. De temps en temps, à intervalles réguliers, de l'autre côté du mur, un gémissement rauque s'élève, s'étire, écarte la chair cadavérique du temps, s'engouffre dans le trou blanc d'un espace sans issue et s'échoue lourdement contre la paroi. Il n'y a pas si longtemps, les hurlements de sa voisine faisaient monter en elle une sourde démence. Il n'y a pas si longtemps, ces gémissements traversaient la cloison, frappaient de plein fouet la poitrine de Figie,
la pénétrait violemment, se tordait en elle, rejaillissait soudain de sa bouche ouverte sur une furieuse nausée, dans le même vagissement bestial qui refluait sauvagement, fendait les airs, retraversait la pièce, le mur, allait s'échouer de l'autre côté, et les deux femmes se répondaient ainsi des heures durant jusqu'à l'épuisement. La tempête qu'avait déchaînée en elle cette voix qui hantait depuis peu la chambre voisine avait achevé de l'arracher à elle-même. Elle ne l'atteignait plus à présent, plus rien ne l'atteignait. Au bout de 3 jours, dans un dernier cri, différent, strident comme une mise à mort, Figie était tombée à genoux, et son corps, comme embroché soudain à l'aiguille d'un temps brusquement rétréci, suffocant, pris dans l'espace rigide et restreint de cette chair qui se refusait à lui, s'était figé comme le balancement d'une durée en suspens. Tout avait pourtant commencé par un rien, un an plus tôt, ou ce qui aurait pu avoir l'air d'un rien, un moment anodin de faiblesse. Sophia et Iphigénie Mukeshimana, dite Figie, s'étaient rencontrées cette année-là en septembre à la rentrée. Toutes deux nouvelles dans ce lycée où tout le monde semblait se connaître, elles s'étaient tenues, en attendant le début des cours, à l'écart des autres élèves, observant du bout des yeux, de l'air embarrassé de spectatrices contraintes, les scènes tapageuses des retrouvailles. La cloche avait enfin sonné et leur cœur avait battu un peu plus fort, un peu plus vite. Elles allaient devoir affronter maintenant le cercle plus restreint de la salle de classe, les regards curieux et les messes basses qui accompagnaient toujours l'arrivée des nouveaux. Figie, qui n'avait jamais passé plus de 2 ans au même endroit depuis l'âge de 10 ans, aurait dû avoir l'habitude de ce genre de situation. Mais loin de s'être accoutumée à ces déplacements perpétuels qui lui faisaient, pour la 4e fois en 6 ans, changer de pays et d'école, la jeune fille avait développé une crainte irraisonnée du voyage, des gens et de toute nouveauté, une peur à la mesure de cette souffrance secrète qu'elle tenait cachée sous le masque froid et hautain d'une indifférence apparemment grandissante et toute feinte pourtant, qui avait atteint son paroxysme au dernier déménagement et bourdonnait en elle maintenant comme une sourde menace. Je vais passer au passage où elle se confie à Sophia. Celui de la mort des parents, c'est ça? Dans l'église? Oui, où elle commence à lui raconter enfin. Alors que Sophia n'attendait plus de réponse à cette question qu'elle regrettait déjà d'avoir posée, elle lui a demandé « Est-ce que ça veut dire quelque chose, ton nom, Mukeshimana ?» Figie avait d'abord détourné le regard, fixé un instant le plafond. Puis, alors que Sophia n'attendait plus de réponse à cette question qu'elle regrettait déjà d'avoir posée, la parole s'était libérée, frêle, frémissante, fissurée par endroits. « C'est mon 2e prénom, mon prénom rwandais, » avait murmuré Figie dans un souffle. « Ça veut dire don de Dieu. Mukeshimana, Mukeshimana. J'ai l'impression d'entendre ma mère, comme un appel lointain. Mukeshimana. » Elle avait une façon bien à elle de prononcer mon prénom. C'était comme dire je t'aime à chaque fois. Les sons bruissaient, crépitaient, semblaient prendre leur élan dans le baiser ronronnant d'un M qu'elle retenait entre ses lèvres un instant et prenait leur envol dans 2 battements d'ailes. Mukeshimana. J'essaye de ne plus penser à elle. Je n'arrive jamais à fixer très longtemps son image, celle d'avant. Elle se défait tout de suite dans des bruits de mémoire. J'ai beau les repousser, ils parviennent toujours à forcer la paroi de mon crâne, se jettent en hurlant sur son visage, lui déchirent les paupières, s'acharnent sur ses lèvres, sa bouche disloquée, qui pleure aux commissures, peine à mâcher les mots, démembrés, liquéfiés, sa voix rauque. Jette-toi à terre et ne bouge pas, quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Et mes yeux, dans ses yeux, fous, démesurément grands, ouverts sur moi comme 2 étoiles rouges éclataient dans ma peau. J'essaye de ne plus penser à elle, ne plus penser à mon père, ne plus penser à moi. Quand ça m'arrive maintenant, je revois tout ça
comme si je n'y avais pas été, comme si je ne l'avais pas vécu, comme si je me penchais sur l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si je me perdais dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Et je la regarde de loin. Nous attendons en silence. Nous sommes des centaines à nous être réfugiés dans cette église et nous attendons, seuls les cris des enfants qui pleurent de faim et de soif. Quelques mères offrent leur sein. Seuls les pleurs des enfants et les sanglots parfois de ceux qui ont déjà perdu les leurs et luttent contre le reflux des images, comme moi, plus tard, bientôt. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je ne comprends pas beaucoup plus que ces bébés qui demandent à téter ce qui se passe vraiment. Qui comprend d'ailleurs qui, mais je sais que nous sommes en danger et je nous envie ces enfants parce que je sais qu'il faut être encore terriblement confiant et terriblement vivant pour pouvoir encore pleurer de faim ou de soif. C'est juste sublime. Je l'ai lu des dizaines de fois et j'en ai toujours la même sensation. Je te remercie. Je vous remercie, Tania. Alors, c'est le moment de donner la parole à la salle. Je vois déjà Nabila qui lève la main. Voilà, donc on commence avec toi. Voilà, bonsoir, bonjour plutôt. Je vais commencer parce que d'abord j'aimerais